Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de l'érable approfondi. Nous vous offrons deux sujets à traiter en profondeur aujourd'hui. L'aide scolaire en format de cours complémentaire et la collecte de champignons dans la forêt à Plessisville. La rentrée scolaire vient d'avoir lieu, ça fait juste quelques semaines. Il y a toujours des parents préoccupés avec la performance de leurs enfants. C'est pour cela qu'on a invité dans nos studios Madame Mélanie Carrier, directrice de La Passerelle, un organisme privé qui s'occupe de l'aide aux devoirs et d'autres activités éducatives hors de l'école. Elle nous expliquera comment identifier et assister les enfants qui ont besoin d'aide à l'école. L'éducation peut être formelle dans une salle de cours, mais aussi à l'extérieur comme dans la forêt. Le deuxième sujet nous amène justement à découvrir la nature et à pouvoir reconnaître les types de champignons. Pour faire cela, nous avons parlé avec deux spécialistes, Madame Bibiane Fortier, présidente de l'Association des mycophiles Sylvifranc, et Luc Desbiens, un ingénieur forestier de la MRC de l'Érable. On commence avec l'éducation formelle en premier. Aujourd'hui, je vous présente Mélanie Carrier, qui est directrice générale de La Passerelle. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup, toi aussi. Oui, merci. Donc, qu'est-ce que c'est La Passerelle? Bien, La Passerelle, en fait, c'est un centre de soutien scolaire pour aider les enfants, non pas pour évaluer les enfants de leur degré, quel est le diagnostic, par exemple, mais plutôt un lieu d'intervention. On aide les enfants, en fait, qui ont des difficultés d'apprentissage, tant les élèves du primaire que les élèves du secondaire. Donc, vous faites pas de cégep ni université? Non, okay. On ne touche pas au collégial ni à l'universitaire. OK. Et puis, vous êtes situé à Plessisville, donc ça fait combien de temps que vous êtes à Plessisville? Officiellement, on est à Plessisville depuis octobre 2020. Par contre, on a commencé à œuvrer en septembre 2020. On a fait quelques petits essais, mais officiellement, l'ouverture s'est faite en octobre 2020. Ouais, donc vous avez commencé pendant la pandémie. Exactement. Donc, en fait, je dis toujours que La Passerelle est un peu le bébé de la pandémie parce qu'il est né d'une réflexion. Est-ce que ça se peut que les élèves soient pas rendus tous au même niveau? Donc, au niveau secondaire, surtout, le primaire aussi. Donc, cette réflexion-là, je l'ai eue, et oui, avant, parce que c'est un projet que je chérissais depuis plusieurs années, mais a été encore plus grand, cette réflexion-là, pendant le temps de la pandémie. Est-ce que c'est votre métier? Est-ce que vous êtes enseignante? Oui, je suis enseignante de niveau primaire depuis, je commence ma 22e année, donc je m'en viens dans les plus vieilles, puis c'est correct, hein, l'expérience. Donc, oui, depuis 22 ans, là, j'enseigne au niveau primaire. J'ai fait de plusieurs niveaux, mais jamais touché le secondaire, là, par exemple. Et pour La Passerelle, c'est quoi le lien avec le côté scolaire? Ben en fait, nous, c'est sûr que le réseau scolaire, ben c'est des bons alliés pour nous parce que quand on reçoit un parent qui nous demande d'aider son enfant, le parent lui il va nous donner l'information qu'il a. T'sais, par rapport à mon enfant de la difficulté en français lecture, je sais pas quoi faire, je sais qu'il y a de la misère à lire. Donc, c'est sûr que la difficulté peut être à plusieurs niveaux. Donc, nous, c'est sûr que la cueillette d'informations auprès des enseignants qui sont avec l'enfant pendant la journée est importante. Donc, d'emblée, mes tuteurs qui travaillent pour moi vont entrer en contact avec le réseau scolaire pour prendre cette information-là. Et la plupart du temps, on a une très belle collaboration. Les enseignants collaborent avec nous, sont même contents qu'on puisse offrir cette aide-là supplémentaire. Donc, une super belle échange. Puis, nous aussi, à la fin, on leur dit, ben écoutez, voici ce qu'on a fait, le petit bout de chemin qu'on a fait, puis voilà. Votre organisation n'a pas de lien formel avec les commissions scolaires? Non, du tout. Nous, on est vraiment une entreprise privée. Donc, les gens paient pour venir chez nous, là. C'est pas quelque chose qui est subventionné. Quelque chose de global. À la maternelle, quel genre de problème un enfant de maternelle peut avoir? Ben au niveau la maternelle, c'est souvent au niveau de l'orthophonie, tout ce qui est langage parlé, tout ce qui est c'est ça dans le fond la structure. Puis on parle aussi de conscience phonologique qui est très importante pour l'apprentissage de la lecture. Tu sais par exemple, qu'est-ce qu'on entend à la fin des mots, qu'est-ce qu'on entend au début des mots. Ça c'est un précurseur à la lecture. Donc quand on voit qu'il y a une difficulté à ce niveau
niveau-là à la maternelle, ben on peut envisager des problèmes aussi au niveau de la lecture en première. Et quel genre de problème un élève de primaire peut rencontrer? Ouais, souvent là, c'est des choses qui reviennent là. Fait que dès le début là, de la scolarisation, donc on parle de première, deuxième année, là, le premier cycle du primaire, le parent va surtout venir nous voir parce qu'il y a un problème au niveau de la lecture. Souvent, c'est vraiment ça qui est ça cloche, ça lit pas comme je voudrais, il y a pas une belle fluidité, c'est pas facile, il revient à la maison avec des textes, avec des évaluations de lecture qui sont pas super. Donc, je pense que sincèrement, il y a quelque chose à faire là. Donc, au premier cycle, c'est surtout ça. Quand on arrive plus au deuxième cycle, donc troisième, quatrième année, là, c'est les mathématiques. Souvent, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est la résolution de problèmes, les gros résoudre, c'est difficile. Puis là, ben souvent, on va dire, ben c'est parce que ça allait pas bien en lecture, donc là, possiblement qu'il y a une difficulté. Fait que là, on va tout travailler au niveau de la compréhension des consignes. Puis la sixième année, ben là, 5e, là, on entrevoit un peu les examens du ministère. Fait que là, on veut préparer pour les écritures du ministère, les lectures du ministère. Donc, je dis pas que c'est ça tout le temps à 100% du temps, mais je te dirais que la tangente se maintient pour être souvent comme ça. Et pour nos jeunes du secondaire, quels problèmes ils peuvent rencontrer dans leur parcours scolaire? C'est souvent dans une matière précise qu'on va nous contacter au secondaire. Puis aussi, ben oui puis non là. En fait, bon, par exemple, un parent peut nous parler qu'il y a des problèmes au niveau de l'anglais, les mathématiques, le français. Donc ça, oui. Mais aussi, ce qui rajoute au secondaire, c'est toute la question de l'organisation. Souvent, en première secondaire, c'est toute une nouvelle appropriation de comment ça fonctionne l'école. On change de local alors que à notre primaire, on était dans notre classe, puis c'était notre enseignant, on changeait que quelques fois pendant la semaine. Mais au secondaire, c'est une autre approche. Donc, il arrive parfois que nos élèves du secondaire, qui ont un petit peu de misère à s'acclimater à cette nouvelle organisation-là, quand elles se remettent les devoirs, donc toute l'organisation de l'agenda aussi, ça fait partie de certains suivis là, qu'on offre à la passerelle, comment s'organiser pour être en mesure de bien faire la semaine en question. Est-ce que c'est des services plutôt individuels, de groupe? Ouais, ben j'offre en fait 3 services. J'ai un premier service de groupe qui est offert plus pour le primaire, qui est un service d'aide aux devoirs. Les élèves sont en groupe de 6 à 8 maximum. Puis dans le fond, ils viennent faire leurs devoirs. C'est un service, je dirais, qui est beaucoup pour moi je le vois pour les parents. On veut s'offrir une soirée de répit, on veut s'offrir un moment privilégié avec notre enfant pendant la soirée plutôt que notre soirée tourne à la chicane parce que l'enfant veut pas faire ses devoirs. Donc c'est vraiment un endroit pour faire les devoirs, le sac, on ouvre l'agenda, mot de vocabulaire, petite lecture, ça dure 1 heure, la collation est servie, vrac de choix aussi vient nous porter nos collations vers 3h, 3h15, fait que les enfants là ils ont comme à la maison, en fait, comme ça se passerait à la maison. Mais à cette période-là de devoirs et leçons, il n'y a pas d'aide qui est offerte. Par exemple, on peut pas prendre un service d'aide aux devoirs parce qu'on a un problème en lecture. Là, c'est l'autre service qui rentre en ligne de compte, le service qu'on dit individuel. Donc là, j'ai des tuteurs qui sont soit des enseignants ou des orthopédagogues qui vont travailler pendant 60 minutes avec un enfant pendant 5 ou 10 rencontres, à raison d'une rencontre par semaine. Environ, un enfant qui a un problème à l'école va avoir, au niveau de l'orthopédagogie scolaire, 1h30 d'orthopédagogie, 3 fois 30 minutes pendant la semaine. C'est ce qui est offert habituellement. Maintenant, quand on offre à notre enfant 1 heure supplémentaire, mais on vient presque doubler l'aide. Fait que c'est pour ça que je dis qu'1 heure, c'est suffisant, parce que l'aide est presque doublée. Le 3e service, ben c'est le service de l'orthopédagogue qui va travailler plus sur des besoins plus ciblés
de quelque chose, d'un diagnostic, par exemple, qui a été donné, ben on va travailler plus précisément là, sur ces difficultés-là. Et vous avez dû faire des rencontres en ligne, peut-être? C'est arrivé à certaines reprises. Évidemment, on n'a pas eu le choix de le faire parce que, bon, évidemment, COVID était parfois là. L'élève ne pouvait pas se présenter, surtout au secondaire, par exemple. Au niveau primaire, on retardait là, les rencontres. Parce que on préfère être en présentiel pour être en mesure d'aider comme il faut. L'enseignement en ligne, c'est très bien, là, c'est très très bien, mais pour du travail individuel, ben le bon vieux présentiel fait encore, c'est encore notre premier choix. Le contact est plus là avec. Oui, puis ça nous permet aussi de voir les élèves travailler, puis l'ordinateur peut pas nous permettre d'aller intervenir en live avec l'élève, là. Et de notre optique, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir, qui ont pas de mauvaises notes, qui ont pas de problème particulier, mais qui souhaitent s'améliorer? Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas à l'heure actuelle. J'ai pas eu personne comme ça qui est venu, en tout cas de mon souvenir, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais de mon souvenir à moi, non, j'ai pas eu vraiment d'enfants comme ça ou d'élèves comme ça qui voulaient s'améliorer. Par contre, j'ai reçu des élèves qui devaient avoir une meilleure note pour entrer dans un programme, par exemple, au collégial. Donc, par exemple, bon, soit le français, pas passé, ou les mathématiques, ça les prend pour entrer dans un domaine particulier. Donc, des élèves excessivement motivés pour c'est ça, pour leur programme, pour entrer, puis pour poursuivre leur formation. Donc, merci pour cette entrevue, c'est super intéressant. Ben, merci à toi. On est content de vous recevoir, donc oui. J'espère que vous avez apprécié. L'apprentissage n'est pas universel. Chaque enfant et chaque adolescent a des besoins particuliers. On vient d'apprendre sur le sujet avec Mélanie Carrier, directrice de La Passerelle. Maintenant, on se rend dans la profondeur de la forêt du parc des Grandes Coulées pour une initiation dans la reconnaissance des champignons. Les couleurs, les formes et la vie des champignons. Les spécialistes de l'Association des mycophiles sylvifrants nous donnent tous les détails. Nous nous trouvons dans la forêt ancienne du parc de la Grande Coulée, située à Plessisville, avec ses 10 km de sentiers et ses attractions en pleine nature. Cette fois-ci, nous participerons à la collecte et à la classification de champignons. Des guides de l'Association des mycophiles sylvifrants animeront l'activité. C'est avec Luc Desbiens, ingénieur forestier de la région, nous expliquera quels sont les secrets pour une bonne initiation à l'identification des champignons. On a un groupe pour une sortie éducative pour découvrir les champignons de la forêt. Cette activité-là, ça se trouve être pour qui exactement? Ben, c'est le parc des Grandes Coulées qui organise ces sorties-là. Et c'est pour la population en général de la MRC de l'Érable, mais même de plus loin aussi. Il y a des gens, des fois, qui viennent de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, Montréal même. Bon, ben Luc, j'aimerais savoir, avant toute chose, c'est quoi un champignon? Ben, champignon, on a tous en image les champignons de Paris qu'on a à l'épicerie. Là, donc, on voit un peu la forme des champignons. Donc, un champignon, c'est vraiment... on connaît le monde, le règne animal, OK? Oui. On connaît le règne végétal avec les arbres, les plantes. Mais les champignons, c'est un règne vraiment spécial pour les champignons. Okay? Donc, c'est des organismes qui ne font pas de photosynthèse. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes créer leur énergie. Parce qu'on sait que les arbres, avec les feuilles, font de la photosynthèse, donc font des sucres qui permettent leur croissance. Les champignons ne peuvent pas faire ça. C'est pour ça que les champignons s'associent aux arbres, au niveau des racines, okay, pour obtenir une partie des sucres des arbres. Et de leur côté, les champignons, avec tout leur système racinaire, le mycélium, vont aider l'arbre à se nourrir, à puiser l'eau et les minéraux dans le sol presque 1000 fois plus que s'il n'y avait pas de champignons. Donc, c'est vraiment fantastique. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des champignons sur les arbres, des champignons de Carie. Donc, ils ont besoin de se nourrir de l'arbre pour grandir. C'est vraiment toute une synergie qui se crée entre les éléments de la nature, en fin de compte. Là. Tout est vraiment super interrelié et les champignons, ben on voit les fruits là qui sont à la surface du sol, mais la plus grande partie des champignons est sous le sol et en étroite relation avec les arbres.
Comment naissent les champignons dans la forêt? Comment ça fonctionne tout ça? Ben, les champignons se reproduisent. Lorsqu'on voit un champignon, mettons un chapeau, OK? Sous le chapeau, là, il va avoir, si on secoue un petit peu sur une feuille blanche, on voit là une genre de poussière, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les spores du champignon. Donc, les champignons se reproduisent par les spores qui vont sûrement être poussés par le vent et là vont retomber au sol et ou sur un tronc d'arbre blessé ou sur un arbre mort. Donc c'est vraiment par les spores qu'ils se reproduisent. Et là ils vont grandir tranquillement. On pourrait comparer ça un petit peu au pollen des fleurs ou Oui, le pollen c'est un peu la même genre de dimension effectivement, c'est ça. Donc mais les champignons le font de façon un champignon va faire sa sporée donc les spores pas loin d'avoir 2 champignons pour un peu comme dans les plantes là, pour la fécondation. Okay. Là. Donc c'est vraiment là par les airs que ça va se ouais, le champignon va libérer ses spores et là ils vont se déplacer dans l'air. Et c'est pour ça que lorsqu'un arbre par exemple est blessé, ben il y a des champignons dans l'air qui peuvent le coloniser et finalement s'installer pour graduellement le faire le carrier et le faire mourir. Je crois qu'il y avait un petit lien à faire entre autres là avec d'autres éléments de la nature, un petit peu, ça se peut-tu? Oui, mais les champignons font partie de la forêt. On les voit sur le sol, là. Et puis, donc aujourd'hui, on va, avec aussi la collaboration de l'association des mycophiles sylvifrants, OK, qui vont être avec nous pour nous apprendre à cueillir les champignons, puis aussi à bien les identifier là, par la suite. Je pense qu'on peut pas s'improviser non plus. Non, il y a une règle d'art, c'est qu'il faut vraiment être sûr là, de l'identification avant de consommer tout champignon. Là. Donc, puis il y en a des centaines. Ici au parc, là, on a plus d'une centaine de champignons. OK, à différentes périodes de l'année. La meilleure période, c'est août-septembre, où il y en a le plus. Mais donc, quand on fait des inventaires, c'est autour de 100, 125, 150 qu'on peut trouver ici dans le parc. Oh, quand même. Sur les 3000 qu'il y a au Québec. 3000 sortes. OK. Ouais. Puis, dans tout ça, cette variété-là, j'imagine que ce ne sont pas tous comestibles. Là. Non, il y en a quelques-uns. Je dirais peut-être une trentaine là, qui sont comestibles, dont peut-être une dizaine qui sont encore plus savoureux. Là. Donc, c'est peut-être 1% là, qui sont comestibles. Je parle aux gens, les gens de la population qui se promènent dans le bois comme ça. On n'est pas professionnels, on connaît pas ça. Je veux dire, on peut pas vraiment... les précautions, c'est qu'il faut vraiment s'informer, se former aussi. Là. Donc, un des bons moyens, c'est d'acheter un petit guide de champignons. Il y en a plusieurs. On peut aussi joindre une association comme les mycophiles sylvifrants. Donc là, il y a vraiment des experts qui vont nous informer puis nous former sur les champignons. Puis lorsqu'il y a des cueillettes, mais ils peuvent nous dire les noms des champignons, ceux qui sont comestibles, ceux qui ne le sont pas. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment d'être avec des experts qui vont nous former aux champignons. C'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment une sorte qu'on dit, celui-là, c'est sûr et certain qu'on peut cueillir. Non, c'est vraiment... Non, il faut vraiment... Toujours avoir un doute, il y a un expert. Avoir un doute. Et aussi, il y a beaucoup de champignons, des fois, qui sont très, très semblables, comestibles ou non. Là. OK. Donc, des fois, ça prend c'est à s'y méprendre, là. Des techniques spéciales aussi pour identifier. Là, donc, faut se fier à des experts. OK. Quand on parle des fois qu'ils sont nocifs, on parle au niveau évidemment, si on le mange, ça peut être nocif. Puis ça peut être nocif aussi au niveau du toucher, par exemple? Pas vraiment, parce qu'à moins qu'on y touche puis qu'on mette nos mains à la bouche, là, mais si on fait juste les toucher, il n'y a pas de problème. Okay. C'est ça, ouais. Puis à ce moment-là, si on les mange, ça peut être nocif. Qu'est-ce que ça peut... Il se passe quoi dans notre corps? Ben, ça fait des intoxications alimentaires. Donc, les champignons, là, il y a différents niveaux de toxicité dépendamment des champignons aussi. Là. Si on parle des champignons mortels, mais ça peut être... c'est pas subi, là. Ça peut être une agonie. Il va y avoir, mettons, les intoxications du foie, des reins, puis graduellement, les gens là, vont être très, très malades, puis même peuvent en mourir pour les plus toxiques. Donc, c'est à prendre vraiment au sérieux. Ah non, c'est très au sérieux. Puis, comme je vous dis, il faut être vraiment avec des experts qui vont nous garantir là, à 100% là, qu'un champignon est comestible. OK. Est-ce qu'il y a des sortes qui sont plus goûteux que d'autres?
Oui, ben on connaît le printemps, il y a les morilles, qui arrivent à la mi-avril, fin avril, début juin. Là, donc ça, c'est un champignon qui est très réputé. Puis à la fin juillet, là, on parle des chanterelles, qui sont qu'on peut trouver. Il y a des pleurotes aussi. On connaît aussi les pleurotes. Là, c'est un champignon qui est bien connu, qui pousse sur le bois. Et il y en a une dizaine d'autres aussi là qui. Mais je vais laisser un peu de suspense pour inviter les gens à venir aux prochaines activités. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui sont au sol, sans rentrer trop dans les détails du sol peut-être, mais il y en a aussi sur les arbres, je crois. Là. Oui. Il doit y avoir une différence. C'est ça. Donc, il y a des champignons qui poussent au sol. Ça, c'est assez fascinant parce que ce qu'on voit finalement, c'est les fruits des champignons. Et mais la plus grande partie du champignon est sous terre, Et ce qu'on appelle, c'est des racines de champignons qu'on appelle les mycéliums. Et ça, c'est fantastique. Ces mycéliums-là s'associent aux racines des arbres et dans une association qui est gagnant-gagnant. Donc, les arbres fournissent un peu de sucre aux champignons et les champignons aident l'arbre à assimiler l'eau et les minéraux. Donc, les champignons contribuent vraiment à la santé là, des forêts. Et puis, même s'il n'y avait pas de champignons, il y aurait beaucoup moins de forêts là, en santé. Donc, ça, c'est les champignons qui sont vraiment sur le sol. Ceux qu'on voit sur les arbres, c'est des champignons qu'on appelle de caries. Donc, lorsqu'un arbre a une blessure, il y a ce qu'on appelle les spores, là, c'est un peu les fruits des champignons là, qui multiplient les champignons, vont venir coloniser l'arbre. Et là, tranquillement, avec les années, il va se former là, de la carie dans l'arbre. Et ce qu'on voit encore qui va ressortir, c'est encore là, c'est le fruit qui va pour dégager d'autres spores. Là, Donc, il y a des champignons de carie sur les arbres vivants, mais aussi sur les arbres morts. Des fois, sur les souches, on voit de très beaux champignons. Même les arbres aussi qui sont complètement sur le sol. Là aussi, il y a des champignons qui poussent. Donc, des champignons sur le sol, sur les arbres vivants, sur les arbres morts. Donc, c'est ça qui fait un peu la variété, là. Parce que là, dans le fond, vous avez un programme éducatif qui vient toucher un petit peu autre chose aussi que les champignons. Oui, ici, le parc des Grandes Coulées, c'est un parc qui est pour la population, surtout de la MRC de l'Érable. Et puis, c'est un parc qui est un accès gratuit. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent marcher au parc. Donc, on leur offre aussi la possibilité de mieux découvrir les oiseaux au printemps et les arbres aussi au mois de septembre. Donc, en connaissant mieux les oiseaux, les champignons, les arbres, ça permet de profiter encore mieux de la sortie en forêt, de la marche en forêt. D'être plus conscient un peu de ce qui nous entoure. Exactement. Pour mieux en profiter, en fin de compte. Exactement. On sait que la marche en forêt, c'est bon pour la santé physique, la santé mentale, Mais en plus, là, ce qu'on connaît, là, tout ce qui entoure la forêt, les oiseaux, les champignons, les arbres, les plantes, les insectes. Donc, oui, ça, il en manque pas aujourd'hui. Il en manque pas. Donc, ça permet de mieux apprécier encore nos marches en forêt. Mais il y a la vie sous terre. Y a-t-il une manière de préserver peut-être les champignons aussi au niveau de la cueillette? Absolument. Donc, lorsqu'on fait une cueillette en forêt, d'une part, il faut c'est un peu comme dans toutes les cueillettes de plantes sauvages. On n'en cueille seulement qu'une petite partie. Mettons qu'on arrive sur une talle de champignons, ben on peut en cueillir 10, 15, 20 mais c'est très important de laisser la majorité pour que cette talle-là puisse continuer à vivre. Donc, les champignons se multiplient par des petites particules qui sont les spores. Donc, si on enlève tous les champignons, ben à un moment donné, les champignons vont simplement se déplacer au niveau du sol ailleurs. Donc, on cueille seulement une partie des champignons et on a un petit canif, donc on cueille, on coupe très bien là, pour ne pas arracher non plus le champignon. Donc, on coupe le champignon, on peut, avec une brosse à dents, peut-être le brosser un petit peu, enlever les particules de terre qu'il peut y avoir dessus, et on le met dans des sacs de papier. Pour chaque espèce qu'on trouve, on les met dans des sacs séparés pour ne pas qu'il y ait de contamination un à l'autre. Mettons, si on a un champignon qui est toxique, pour ne pas qu'il vienne intoxiquer un champignon qui est correct. Donc, un sac de papier par sorte de champignon. Et là, on a un panier, ça peut être un panier pour cueillir les fruits ou dans lesquels on met nos différents sacs. À ce moment-là, quand les gens viennent participer à l'activité, est-ce que c'est des choses qu'ils prévoient d'apporter eux-mêmes, les sacs papier? C'est ça. Oui, on leur dit, lorsqu'ils s'inscrivent, on leur dit d'apporter un panier, un canif et quelques sacs. Et donc, c'est simplement ce qu'on fait. Et là, ensuite, en matinée, on cueille. Et l'après-midi, on se retrouve
au carrefour de l'érable pour faire vraiment la séance d'identification avec nos experts là, de l'association des ça se fait pas vraiment en forêt nécessairement? Non, en forêt, c'est seulement la cueillette. OK. On cueille le plus grand nombre de variétés différentes de champignons. On amène tout ça au carrefour et là, en après-midi, il y a un 2 heures là, qui est spécifiquement sur l'identification. Et là, on explique aux participants quels sont les critères pour vraiment bien identifier les champignons avec, comme je vous disais, là, des experts qui sont des passionnés et qui font ça depuis des dizaines d'années. Donc, c'est sécuritaire. C'est très sécuritaire. C'est ça. Donc, à la fin de cette activité-là, j'imagine que au Carrefour, vous avez identifié les sortes de champignons. À ce moment-là, est-ce que les gens peuvent en ramener pour manger? Il doit, j'espère, en tout cas, au moins une sorte oui, c'est ça. Donc, parmi tous ceux qui sont cueillis là, en matinée, donc ceux qui sont vraiment identifiés à 100% comme comestibles, les participants peuvent en ramener quelques-uns pour les manger. Une précaution importante, c'est que tous les champignons doivent être mangés cuits. On ne mange pas de champignons crus. Donc, la cuisson permet aussi d'éliminer certaines toxines dans les champignons, même les comestibles. Donc, tous les champignons doivent être consommés cuits, et idéalement en petite quantité aussi. Donc, c'est ça. Donc, les gens repartent avec quelques champignons qu'ils pourront déguster. Petite quantité, parce que j'imagine qu'on peut peut-être réagir... Pour aussi permettre au système là, de s'habituer aussi à, des fois, un nouvel aliment qu'on Tout à fait. On ne sait jamais les réactions qu'on peut Exactement. Donc, on a mieux d'y aller par petite quantité. Donc, on habitue notre système aussi là, à pouvoir consommer les champignons. L'identification des champignons et tout ça, si ça l'intéresse les auditeurs en ce moment, c'est où qu'on s'informe, où on peut participer, comment on fait pour participer? Comment on fait? À Écoutez, le parc, là, comme on dit tantôt, présentement, on a trois sorties, là, oiseaux, champignons et arbres. Donc, l'an prochain, en 2023, on va renouveler encore cette même séquence d'activités. Donc, il s'agit d'être alerte là, sur le site du parc, site web ou sur Facebook. Okay. Et puis, vous allez voir, là, il y a même vous pouvez vous inscrire aussi à l'infolette du parc. Et là, vous allez être avisé finalement lorsqu'il y aura des activités. Automatiquement. Dans le courriel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, il est possible aussi de devenir membre de l'association des mycophiles sylvifrans. OK. Donc, c'est des passionnés de champignons. C'est intéressant, là. Oui, tout à fait. Puis, à partir de la fin juillet jusqu'au l'Action de grâce, au début octobre, ils font à toutes les semaines des sorties. Donc, le membership, c'est 20$ simplement. Donc, on devient membre et là, on a la chance de pouvoir faire plusieurs sorties avec des experts et là, de développer une passion aussi, puis une connaissance des champignons. Super intéressant tout ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points à apporter. Ce qui est aussi fascinant sur les champignons, là, c'est toute la variété de couleurs, de formes. Oui. Je me rappelle une fois une marche que j'avais faite dans Charlevoix, là, et puis c'était 4 jours en forêt. Et on avait vu des centaines de champignons, c'était au mois de septembre, donc dans le meilleur temps, des centaines de champignons de toutes les couleurs, toutes les formes. Donc, ne serait-ce que pour la beauté des champignons, la forme, c'est quelque chose, même si on n'est pas intéressé par l'aspect gastronomique ou culinaire, il y a toute une beauté à apprécier avec les champignons. Ça peut être très intéressant pour les amateurs de photographie aussi. Oui, exactement. Donc, on peut prendre des très belles photos. Associer un petit peu tout ça, gastronomie, l'aspect esthétique, photo, la marche. La marche, puis naturellement, lorsqu'on joint, par exemple, une association comme les mycophiles sylvifrans, aussi, ça permet aussi de rencontrer plein de personnes qui reviennent fréquemment, donc se faire aussi des amis à travers cette activité-là qui est intéressante. Des belles rencontres aussi sociales. Je termine pour dire, ne fumez pas en forêt, mais ni dans les sentiers, parce qu'il y a des personnes pour qui ils font une grande différence. Alors, c'est ça. On s'en va cueillir les champignons maintenant. Bon, ça commence bien, ça commence bien. Mais lui, il est déjà dans les feuilles.
Alors, j'ai pas eu besoin de creuser. Alors, je vais en apporter pour les identifier. C'est sûr que l'autre groupe aussi vont les voir, là. OK, un colibri de chêne. Hein? Et sa particularité aussi, c'est que les lames sont toutes serrées unes sur les autres. Plusieurs colibris sont comme ça, et il y en a d'autres que c'est exactement l'inverse, grosses lames. Puis vous avez toutes des questions sur les arbres, gênez-vous pas, hein, parce que je peux vous aider dans ça. Il y a plusieurs personnes qui pensent que les champignons sont tous bruns, beige ou blancs, mais c'est pas vrai. Il y en a des bleus, il y en a des roses, il y a toutes les couleurs. J'espère que je le couperai pas. Normalement, il pousse droit. Voyez? Toute cette partie-là est dans le sol, puis il m'en manque un petit peu. Ça s'appelle un pied qui est radicant. On n'appellera pas ça une racine, mais radicant, ça vient quand même de racine. Ça, c'est un colibri. Oui, c'est ça. L'autre, c'est un colibri, celui-là aussi. C'est ça. Il peut venir gros comme ça. Et ça s'appelle le colibri furfuracé. Furfuracé, c'est les petits motifs qu'il y a sur le pied. Et c'est un des seuls qui est radicant à ce point-là. Les autres qui sont radicants sont un peu plus courts que ça. Et ça fait un champignon qui est quand même intéressant. À côté, il y a un champignon qui est un peu mal en point. Mais, vous savez, les insectes et les animaux sont dans la forêt 24 heures sur 24, alors ils arrivent avant nous. Ça, c'est un bolet. Là, je vais y toucher. Immédiatement, bleuissement. Je vais le couper pour vous montrer les tubes. Il y a des champignons qui ont des tubes qui sont longs, mais là, ça, c'est le bolet B. Les bolets ont des tubes et des pores. Parfois, c'est des pores qui sont minuscules, qu'on a de la difficulté à voir. Il faut presque prendre la loupe pour voir s'ils sont ronds. Ça fait partie des comestibles, même s'ils bleuissent. Il n'y a pas de critère général pour dire tous les champignons qui bleuissent sont comestibles ou ne le sont pas. Il n'y a pas de critères non plus sur les arbres ou au sol. C'est vraiment chaque champignon qu'il faut savoir et étudier. Quand on parle de toxicité pour les champignons, il faut que ça passe par l'estomac. Et quand le corps digère, c'est là que la toxine devient dangereuse. On peut les toucher, on peut même les goûter en sachant comment faire. Ceux qui goûtent le vin, ils ne l'avalent pas, c'est la même chose. Quelques secondes à peine pour voir si c'est amer, si c'est quelque chose comme ça. Mais souvent, quand on commence, on commence pas par ça nécessairement. Là, on a d'autres critères pour identifier nos champignons. Alors lui, il y a des lames aussi, comme on peut voir. Et les lames sont facilement détachables. Celui-là, on peut les enlever facilement. C'est une de ses particularités. Comment il s'appelle déjà? Paxille à pied noir. Il est un petit peu moins typique que d'habitude. En fait, ça, c'est un champignon gélatineux. Auriculaire d'Amérique? Oui. Parce que c'est... avant ça s'appelait des oreilles de Judas. Mais c'est parce que ça ressemble vraiment à ça. Ça pousse, je pense, presque uniquement sur le sapin. Si vous pouvez... Vous vous déplacerez pour venir voir parce qu'il y en a qui commencent. Tout ça, c'est le même champignon. Fait que ils sont ici. Ah, c'est ces petits-là, là? Oui. Tout ce qui est comme lilas mauve, là. Ça vont devenir comme ça. Oui, exactement. Quand on parle de décomposants, c'est plutôt les champignons qui vont décomposer le bois. Qui vont prendre du bois qui est super ferme, puis qu'à la fin, ça va ressembler à du terreau, là. Dans le fond, il y a 3 rôles. Les champignons ont 3 rôles dans la nature. Il y en a un, c'est des symbiotiques, ceux qui vont se rendre service, qui vont nourrir les arbres. Alors, durant la saison, les champignons aident les arbres. Rendu à l'automne, rendu au mois d'août, on dit que les arbres à août, donc ils ont moins besoin de glucides. Alors là, ils vont retourner les glucides au sol et c'est là que les fructifications vont sortir. Premier rôle. Deuxième rôle, c'est des saprophytes et eux vont décomposer la lignine et la cellulose et tout ça. Et le troisième, ce sont les parasites. Il n'y en a pas énormément.
Mais dans les parasites, souvent ils vont faire mourir les arbres, mais souvent c'est à long terme, là. C'est pas de façon instantanée comme une maladie qui apparaît sur une plante puis qui disparaît tout de suite. Puis là, les arbres ont la capacité de se faire, de protéger une partie de l'arbre puis de laisser la partie aux champignons, ce qui fait qu'il va continuer à pousser pour un certain temps. Je vais prendre le plus petit. OK. C'est parce que, alors, si c'est une pruche, c'est le Ganoderme de la pruche. Les personnes qui consomment du reishi, c'est un champignon japonais. Ça, c'est dans la même famille. Au Québec, il y a aussi les deux autres sortes qui poussent sur des feuillus. Pas creuser beaucoup parce que je sais que j'ai pas besoin d'aller loin. OK. C'est un antholome. Comment tu l'appelles? Antholome. Antholome. Les antholomes, eux, ils vont faire une sporée qui est rose. Mais quand on dit rose, c'est pas rose gomme ballon, c'est brun rose ou rose brun, ça dépend des sortes. On voit qu'il y a un petit reflet jaunâtre. Donc, c'est l'antholome subsinué, je pense. Et ça fait partie des toxiques. Il peut venir beaucoup plus gros que ça, mais quand il va être rendu gros, on verra plus le petit reflet jaune, puis on saura pas c'est lequel, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sosis une fois rendu là. C'est, je pense, un marasme. C'est pas le petit chose à cultiver? Je sais pas si c'est lequel. Ah, lui, il a poussé juste sur une petite branche. Hey, toute beauté, c'est un travail d'artiste, hein? Oui. Ce qui arrive, c'est que dans la forêt comme ça, on trouve des œuvres d'art incroyables. Ça, c'est une amanite, mais nous ne pourrons pas savoir quelle amanite parce que c'est une amanite qui est dermatosée. Ça s'appelle la dermatose des amanites. Parfois, ils sont encore plus déformés que ça. Ils sont espacés. Même, elles sont intervenues. Vous les regarderez de proche tantôt. Il y a comme des petites ramifications sur les lames. Le colibri romane commence à pousser très tôt au printemps. C'est là qu'il y en a le plus. Durant l'été, ça diminue un peu, mais on va en avoir toute la saison. Ça fait partie des comestibles, mais qui ont, quand tu manges que ça, pas d'oignon, pas rien, puis que à la fin, quand tu as fini de le manger, il y a un petit goût, ils appellent ça amarissant. C'est pas amer, mais il y a un petit goût. Mais c'est même pas toujours noté dans la documentation. Ceux-là, je pourrais pas les nommer. Mais c'est sûr que ce sont des hygrophores. Les hygrophores ont des belles couleurs. Puis si on pouvait toucher comme faut, soit le dessus du chapeau ou le pied, c'est soit gluant ou collant ou cireux. Les hygrophores ont ces 3 possibilités-là au niveau de l'ensemble de leur partie. Mais petit comme ça, je sais pas quelle espèce que c'est. C'est des microglosses, mais je pourrais pas vous dire la sorte parce qu'il y en a que ça prend la microscopie pour savoir lequel. Si tu veux voir. Mais en fait, il y a d'autres amanites qui seraient plus intéressantes à voir. Mais présentement, c'est elle qu'on a. Elle est magnifique. Elle, c'est l'amanite rougissante. Elle rougit toute seule, de toute façon, parce qu'on voit qu'elle est pas blanche en entier. Puis au froissement aussi, elle va finir par rougir. Quand on dit rouge, ben c'est pas rouge pétant, c'est comme rouge-brun. Parce qu'il y a une autre amanite, elle, c'est brun-rouge. C'est ça. Les principaux critères pour distinguer à quelle amanite nous avons affaire, c'est la base du pied. Elle a une base qui est bulbeuse, mais il n'y a pas de sac blanc, là, de petits sacs qu'on va voir sur d'autres espèces là, à la base. Après ça, ce qu'il y a, c'est un anneau. L'anneau ici, vous regarderez, il est tout strié sur le dessus, ça fait beau. Et il y a des amanites qui n'auront pas d'anneau, qui vont avoir une volve, et il y a toutes les possibilités, là. L'autre critère pour identifier les amanites, c'est les flocons qu'il y a sur le dessus. Celle-là, elle a peu de flocons normalement. Il y en a d'autres qui ont des flocons qui vont être gris, qui vont être blancs, jaunes. Puis elle réagit, elle serait supposée changer de couleur.
Et elle a des couleurs et des formes qui sont parfois étonnantes, là. Puis quand tu en vois plusieurs sur une table, tu dis « Ah, c'est la manette rouge », mais on pensait avoir trouvé une nouveauté. Ah. C'est bien décevant. Oui. Oui. Ça, c'est un cèpe d'Amérique. C'est un excellent champignon. Et souvent, son pied est de cette forme-là. Le chapeau peut être plus brun-rouge. L'ensemble au complet qui est bon, qui fait partie d'un excellent champignon. Des fois, c'est juste la tête, mais là, c'est un beau champignon. Les réticulations sont blanches sur un fond blanc. Donc, faut vraiment remarquer. Puis parfois, il va y avoir des cèpes que il va en avoir partout. Ça va être très difficile à voir, très facile à voir. Puis d'autres fois, c'est le contraire. Faut les chercher. Puis quand on les cherche, c'est dans le haut du pied. Proche, des fois, il faut enlever le chapeau pour les voir. C'est une amanite. Elle vaut la peine, ça vaut la peine de creuser tranquillement. Oh, il y a du bois en dessous. Alors, c'est ce que je voulais pas faire. Mais je vais la reprendre après. Non. Ah, il y a des insectes, bon. OK, je ne l'aurai pas tout à fait en entier, mais j'en ai assez pour montrer. Cette amanite-là, c'est l'amanite jaune, donc c'est l'amanite fauve. Elle n'a pas d'anneau. Son chapeau est très strié. Et elle a une volve. Pourquoi je dis que c'est une amanite fauve? C'est parce que la volve est tachée de brun rouille. Okay. Il y en a un autre qui est semblable, mais la volve est plutôt blanc grisâtre, là. Fait que c'est différent. Ben, ici, ce sont des amanites. Dans nos principaux critères pour les amanites, c'est la base du pied, qui a soit un anneau, qui va avoir une marge du chapeau qui peut être sillonnée ou pas. Ça fait partie des signes. Et nous n'en avons pas présentement, mais l'amanite vireuse, qui est le champignon mortel au Québec, c'est dans cette famille-là. L'amanite blanche, elle va être toute blanche, au complet. Elle va avoir un sac qu'on appelle une volve à la base et elle va avoir un anneau. Ici, on voit l'anneau, mais elle va avoir tout son anneau. L'anneau va être blanc aussi. Mais on n'en a pas d'exemplaires aujourd'hui. Les russules, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de formes, mais elles sont difficiles à identifier parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Mais une caractéristique pour reconnaître les russules, c'est qu'on casse le pied et ça casse comme une craie. Les autres champignons vont plutôt s'effilocher en longues fibres. Et dans ceux-là, il y en a des comestibles, il y en a qui sont amers, alors il faut les identifier et souvent, il en reste plusieurs sur les tables parce qu'on a de la difficulté à les apprendre. Ici, ce sont des bolets. Il y en a plusieurs qui sont comestibles, qui sont sur l'autre table. La particularité des bolets, c'est d'avoir des tubes. Puis ici, on voit les petits trous, au bout, c'est des pores. Celui-là, il bleuit rapidement. Il fait partie des non comestibles, mais pas à cause de sa couleur, parce que il est pas bon. Souvent, les gens disent que les bolets sont tous comestibles, mais c'est pas vrai. Celui-là, il est vraiment toxique. Il est particulier parce qu'on voit le pied, le dessous du chapeau, c'est comme brun-gris. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui lui ressemblent, mais il n'est vraiment pas... Il faut faire attention à cette cueillette-là.
Ici, c'est nos points d'interrogation qui ne sont pas identifiés encore, qui vont faire de la recherche en fin de journée. Ici, c'est une veste de loup. C'est la veste de loup incarnate. Puis ici, ce n'est pas une veste de loup. Par contre, ça lui ressemble. Mais si on l'ouvre, elle n'est pas noire. Elle a commencé à noircir un petit peu. En fin de vie, elle va être vraiment noire et elle va sentir le caoutchouc. Et c'est non comestible. Celui-là ici, c'est le paxille à pied noir. C'est un champignon qui est aussi à ne pas consommer, mais que ici, ce sont des jeunes spécimens parce qu'il peut venir avec un super gros chapeau. Le lactase, ce sont des champignons qui font un lait ou un latex quand on les coupe. Je vais prendre celui-là ici. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a un petit liquide qui se forme ici, là. C'est ça le lait. Ça ne coule pas de façon très abondante, mais ça va être un critère d'identification. Tantôt, nous avons vu des amanites, mais celle-là ici, c'est une amanite qui est parasitée par un autre champignon. Donc, elle arrête sa croissance, elle change de forme complètement. Puis, bien, celle-là, c'est à l'extrême, là. Alors, évidemment, on ne met pas ça dans une assiette. Ici, tantôt, nous avons vu une paxille. Celle-là aussi, c'est une paxille, mais c'est pas la même sorte. Elle, c'est la paxille enroulée. Parce que quand elle est jeune, la marge est complètement enroulée, puis à la longue, elle finit par se dérouler. Ici, on a des champignons en forme de spatule. Ça s'appelle des spatulaires. Puis ici, des élevelles, pour te montrer des choses qui sont vraiment différentes, là. Une élevelle, elle n'a pas de lame en dessous. Elle a une petite surface comme ça. Ici, c'est une sorte de chanterelle qui est très difficile à digérer, très facile pour la plupart des gens, ce qui fait qu'on ne les met pas sur la table des comestibles. Parce que ça, ici, au centre, l'eau s'accumule, puis ça fait comme une soupe chimique où il peut se développer des bactéries. Et il y a une sorte d'acide que j'ai oublié le nom, que tous les gens ne peuvent pas digérer et ça donne des malaises gastriques. Ici, il y a des clavères. C'est toutes des formes comme ça. C'est un petit peu difficile à identifier. Je ne les connais pas beaucoup. Tantôt, j'en avais goûté à une, puis c'était la clavère fusiforme. Mais là, je ne goûterai pas à toutes, là. Ici, ce sont des chanterelles qui n'ont pas été déposées sur la bonne table. Cette chanterelle, elle a des plis. Elle est toute petite, mais elle est quand même comestible. Ici, nous sommes rendus dans les polypores. Dans le groupe polypore large, souvent, ce sont des champignons qui sont coriaces ou des fois directement durs comme du bois. Lui, c'est le polypore des artistes. Il y a des personnes qui font des dessins sur ce champignon-là. Ça, c'est un ganoderme qui pousse ou bien sur un feuillu ou sur une pruche. Là, on a déterminé que ça devait être sur une pruche. Donc, c'est le ganoderme de la pruche. Ça, c'est les petits triglosses qu'on a trouvés. Il me semble que c'est triglosses. Puis ici, ça s'appelle du fuligo. C'est comme presque liquide, là. Quand ça vieillit, ça finit par faire une poudre, là. Ça ressemble pas tellement à un champignon avec un pied et un chapeau comme on voit habituellement. Alors ici, nous avons des hygrophores qui sont souvent très colorés. Selon le champignon que nous trouvons, il peut être soit cireux, les lames peuvent être cireuses, on a un sporé jaune, ou des fois carrément gluants, mais toujours très colorés comme ça. Ici, nous en avons un. Il sent un petit peu le caoutchouc. Ça s'appelle un lacaire. Puis il en existe quelques-uns qui poussent soit dans la mousse ou dans la forêt de conifères. Ici, il y en a plusieurs qui ont été mis sur la table de comestibles. Ça, c'est le champignon qu'on a vu le plus souvent aujourd'hui. Ça s'appelle le colibri du chêne. Sa particularité, c'est qu'il ne pousse pas avec les chênes. Il pousse partout avec les conifères et les chênes. Puis ça fait partie de d'autres colibris comme ça ici. C'est des petits champignons avec des lames serrées. Ici, ça s'appelle des éronphales. Elles sont toutes petites, là, elles ne sont pas encore développées.
Puis pour la nommer, il faut savoir si c'est un feuillu ou un conifère, sinon on ne pourra pas le déterminer. Ici, c'est spécial. Ceux-là, ils ont poussé sur un cône. C'est le marras à pied noir. Puis il pousse aussi uniquement... il avait poussé uniquement sur le brindille, mais il s'est détaché. Ben ici, on en voit sur un petit bout une petite branche. C'est la même chose. Lui, c'est des foliortes, mais je pourrais pas vous les nommer. Ici, nous sommes dans les antholomes. Les antholomes ont souvent une sporée. Ils font une empreinte, ça peut dire, de cette couleur-là, dans les tons de rose, brun-rose. Je vais déposer ça ici. Ici, on en a vu... ça n'a pas été déposé à la bonne place. Ceux-là, ils sont presque identiques, mais c'est deux noms différents. L'antholome demeuré puis l'antholome couleur saumon. Ici, c'est encore un champignon à sporée rose, mais c'est l'antholome jaune. Ici, c'est l'antholome subsinuatum subsinué. On voit encore un petit reflet jaune dans les lames, mais quand il est petit, c'est vraiment jaune. C'est ce qui nous permet de l'identifier. Parce qu'une fois rendu à maturité, il devient rose parce que les spores ont commencé à se produire parce qu'il est assez vieux pour en produire. Les cortinaires. Les cortinaires ont des cortines. On en voit un tout petit bout. Je ne sais pas si tu peux voir. C'est comme des petits fils d'araignée qui relient le pied et le chapeau. Mais puis après ça, il laisse des petits débris sur le pied. Puis lui, c'est le cortinaire violet. Quand il est plus jeune, il est magnifique, mais là, il est comme un peu avancé. Ici, c'est un champignon, un vieux champignon sur lequel il a poussé d'autres petits champignons qui s'appellent astéro quelque chose. Je m'en souviens pas. Mais c'est assez... sont rares, là, ceux qui poussent comme ça sur d'autres champignons. Ça, c'est des erreurs de classement. Alors là, on a fait les 3 tables avec tous les différents groupes, avec les 22 groupes. Nous avons été témoins de la complexité du monde des champignons. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une tâche professionnelle, donc ne jamais ramasser de champignons dans la forêt sans un expert à vos côtés. Le Parc des Grandes Coulées organise ce type d'activité à chaque année, ainsi que d'autres sorties en pleine nature. Si vous voulez avoir plus de détails, consultez le site Internet du parc. Pour la TVC, Kathleen Grenier. On arrive à la fin de cette émission de l'érable approfondi. Aujourd'hui, nous avons appris quelques techniques pour appuyer l'éducation des enfants et des adolescents à l'école. Quel qu'il soit, la Passerelle et d'autres organismes dans la région, il y a toujours des moyens pour améliorer l'apprentissage à l'école. En ce qui concerne les activités de plein air, prenez note que le mercredi 28 septembre et le samedi 1er octobre aura lieu une activité éducative pour identifier les différents types d'arbres dans la forêt du Parc des Grandes Coulées. Pour faire un survol des nouvelles de la MRC de l'érable et du Centre du Québec, nous vous invitons à regarder nos émissions Érable en bref et Érable en bref 2. Pour plus de développement de l'information, nous vous attendons ici à l'érable approfondi la semaine prochaine. Bonne semaine à tous! Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Dans 2 ans, je vais être pauvre.
Pour l'instant, tout va pour le mieux. J'ai une job qui me rend heureuse, qui me laisse pas de temps pour les enfants, malheureusement, mais mon mari est présent. En fait, j'ai 2 jobs parce que je suis aussi propriétaire d'un restaurant. En fait, on pourrait dire que j'ai 3 jobs parce que j'ai une érablière, mais ça, c'est juste au printemps. Hiver et printemps, puis un peu l'été quand j'ai du temps. Le calendrier est pas mal pacté, puis moi aussi, le soir, je le suis pour relaxer. 2-3 verres de fort, puis je dors sur le comptoir. Bonsoir! non, tout va bien. Dans 2 ans, par contre, je vais être pauvre. Ça va commencer avec mon mari qui voit une autre femme tous les lundis. Le petit maudit. Il va partir sans avertissement avec les enfants. Je t'ai averti 100 fois qu'il va me dire, mais comme il n'y a pas d'emploi, à chaque fois, je vais partir à rire. Avec la crise sanitaire, le resto va tomber à terre et me laisser endetter. L'érablière va avoir un printemps de misère, puis en tant que célibataire, puis la pension alimentaire, ben j'en parle même pas. Je vais mettre à boire en ciboire du matin au soir. Je vais même prendre une semaine de congé pour me saouler à côté. Quand je vais revenir travailler, je vais avoir mon voyage, puis j'en reviendrai pas. C'est là que je vais commencer à broyer. Ça va durer 1 année, jusqu'à ce que je pète aux frettes d'un toilette avec un rasoir puis des enfêtes. Quand je vais me réveiller, il me restera juste ma jaquette. On va me diagnostiquer une dépression majeure. Puis à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'on va me dire d'arriver à l'heure, je vais avoir peur. Quand je vais devoir travailler, je vais me saboter. Je vous le dis, les fils vont se toucher. Écoutez, j'ai tout donné et à un moment donné, je vais devoir recevoir. Ça va durer 7 ans, la dépression. Pas la pauvreté. La pauvreté va rester bien plus longtemps. Parce qu'après le stress, la détresse, la vitesse, la business, la pauvreté va devenir un mode de vie. Le temps, c'est plus de l'argent. Je suis présente au moment. Je suis plus dans le futur à tout bout de champ, tout planifié 2 ans avant. Pour moi, c'est plus de la pauvreté, c'est de l'humilité, de la simplicité. Il y a des choses que j'ai pas perdues, m'arranger, m'organiser, ça, j'ai toujours su. Puis, c'est pas bien différent d'avant. Peu importe le revenu, à la fin du mois, il en reste plus. Mais je vais en donner autant que j'en prends. Je vais faire minimum 20-25 heures de bénévolat par semaine. C'est comme si le gouvernement va me payer 8,30 $ de l'heure pour rapiécer le tissu social. C'est un bon deal, ça. Aujourd'hui, je peux pas m'imaginer ce qui va m'arriver. La job va bien, le resto va correct. L'érablière, c'est le fun. Mon mari est très gentil. Mais dire que dans 2 ans, je vais être pauvre. En argent, mais en temps, en entre-gens, en espérance, puis en présence, en utilité pour ma société. Ma contribution va doubler. Merci de m'aider.